Bah, merci Daniel de nous recevoir dans ton école. Et une école que tu as faite depuis très longtemps, je crois. Une trentaine d'années, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et dans cette école où tu enseignes la naturopathie holistique, tu as consacré ta vie en fait à apprendre aux autres ce qu'était une santé holistique. On peut dire ça. On en parlera tout à l'heure, mais ce que je voulais savoir d'abord, c'est pourquoi tu as, d'un seul élan du cœur, accepté de nous consacrer ton temps pour le projet Banwasana. C'est du plaisir, c'est du bonheur, et la motivation, si on la formule, elle est autant de l'ordre de l'évidence, je crois, que de la conscience. Difficile de faire autrement quand on a touché un peu du doigt la réalité de l'unité de la vie sur Terre, une conscience qui arrête un peu de séparer les choses et les êtres et les règnes. Il me semble que toute grande tradition spirituelle dans le monde dit la même chose, donc il est temps de revenir à cette conscience de l'unité. Et dans ce cadre-là, l'animal est notre frère autant que notre famille. C'est sûr. Est-ce que tu as eu toi-même des expériences avec des animaux, des expériences qui seraient un peu étonnantes? Bon, sûrement moins qu'avec des humains. Néanmoins, quand on travaille un peu sur ces animaux intérieurs, on contacte aussi un jour ce qu'on appelle l'animal totem, que connaissent aussi pas mal de thérapeutes amérindiens. Donc ça, c'était une belle rencontre avec un aigle blanc. Wow. Et non, sinon, d'une façon beaucoup plus fréquente, plutôt des soins que je donne avec aucun intellectualisme. J'ai l'impression que les animaux malades viennent souvent vers moi aussi. Et puis voilà, je fais ce que je peux, je transmets, je magnétise, j'équilibre. Et il semble que ça leur fait du bien. Ah, c'est super. Bien, alors ta vie, donc, tu l'as consacrée à l'enseignement des principes de naturopathie, enfin de santé, de santé naturelle holistique. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus? C'est pas seulement la nutrition, donc pas seulement la naturopathie, c'est beaucoup plus global, je pense. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais. C'est un concept qui est né, j'étais gamin, avec un attrait évident à la fois pour la botanique, pour la cuisine saine de par ma maman, par le contact avec les chats qui étaient à la maison, les chiens. Et tout doucement, en faisant mes études, je menais de front à la fois un cursus de naturopathie à Paris, puis en Allemagne, etc. Mais en même temps un cursus de psycho en fac et un cursus de formation de yoga. Donc l'ouverture, elle s'est faite toute seule. La synthèse a commencé à se faire très 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 tôt. Et il m'a semblé évident qu'on ne pouvait pas parler de santé juste en se limitant sur le corps ou sur une fonction, et encore moins sur une pathologie, mais sur une personne dans sa globalité qu'on appelle holistique. Donc, pour faire simple, corporelle, énergétique, émotionnelle bien sûr, mentale, intellectuelle. Une réalité qu'on appelle aussi socio-culturelle, hein, qui fait que nous sommes aussi nourris par les médias, par l'information, par l'art et par la désinformation aussi. Et puis une conscience, bien sûr, une réalité écologique ou environnementale qui fait de nous des partenaires de la planète hein, et de la santé de la Terre. Et puis une petite cerise sur le gâteau qu'on appellera la spiritualité et qui est à la fois notre dimension de transcendance, de quête de sens et de reliance au sacré. Et sur tous ces plans-là, il se trouve qu'il y a une hygiène, il y a une pédagogie. On peut accompagner les gens sur tous ces plans avec des outils qui sont spécifiques. Il y a même une anatomie, une pathologie, une physiologie de ces différents plans. Quand on parlait de ça dans les années 60, on était vraiment pris pour des marginaux sortant de l'asile. Hein. C'était, je pense au projet Gaïa qui est sorti à l'époque. Et aujourd'hui, bon, ça semble un peu plus évident, heureusement, que nous sommes complexes et que c'est cette complexité-là qui fait notre richesse et notre multidimensionnalité, si on veut dire. Et
Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi la santé humaine est-elle vraiment en étroite corrélation avec la santé de l'environnement, en fait? Puisque avec Ben Wassana, on est en fait dans une écologie et humaine et animale. Bien sûr, bien sûr. Alors, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de réponse. On pourrait tout simplement dire que nous sommes nés comme des consommateurs. L'être humain consomme des aliments, de l'air, de l'eau. Il consomme son environnement au sens nutritionnel, mais il le consomme aussi en termes de prédateur. Le fait que nous ayons un libre arbitre et une capacité de nourrir l'ego et le pouvoir et cette illusion que nous pouvons avoir de contrôler le monde et que le monde est à notre disposition a amené, on le sait, à toutes les folies en termes de guerre, en termes d'exploitation de l'environnement, en tant que grain de sable, destruction, bien sûr, bien sûr. Au lieu d'être les partenaires, au lieu d'être les co-acteurs, hein, voire les co-créateurs avec le système, on devient des grains de sable qui grippent, qui buggent le système. Et bon, alors les exemples sont évidents hein, en termes de dégradation du milieu, des pollutions, des molécules nouvelles, des molécules de synthèse qui arrivent tous les ans sur Terre. Je crois qu'on crée au moins 200 à 500 molécules nouvelles introduites dans les médicaments, dans l'eau, dans les pesticides. Ces molécules entre elles créent des mariages qui sont absolument improbables et aucun ordinateur au monde ne peut prévoir ce qui se passe quand 2-3 molécules de synthèse sont mises ensemble. On le voit au niveau des maladies iatrogènes et de l'association des médicaments par exemple. Hein. Eh bien c'est pareil au niveau de la planète qui souffre de cette intoxication, de cette pollution extrêmement grave. Ce sont des molécules que j'appelle du troisième type, c'est-à-dire des molécules qu'on n'a jamais rencontrées, qui sont un peu extraterrestres. Voilà. Le créateur, quel que soit son nom, n'a jamais imaginé que l'homme puisse introduire sur Terre des molécules bio-indégradables. Plus le fait que l'exploitation amène aussi à l'usure des ressources et qu'on est aussi dans un vrai problème aujourd'hui pour trouver une énergie propre. Pour limiter la déforestation, les poumons de la planète sont quand même en danger, c'est pas rien. Sans parler du réchauffement planétaire qui est une évidence gravissime. Ben, c'est pour toutes ces raisons que nous sommes acteurs et pas seulement témoins de ce qui ne va pas bien. Et que dès qu'on a une conscience adulte, pour moi l'adulte c'est un être responsable, libre, autonome et devenu de plus en plus conscient. Donc si cette conscience devient vivante, notre co-créativité va se mettre au service de la santé de la planète et de la restauration de ce système. Il ne s'agit pas de revenir au passé parce que c'est une nostalgie absurde et romantique, hein, mais de réinventer une autre relation avec le monde, avec les éléments, avec les animaux, avec la nourriture et avec les humains, bien sûr. C'est pour ça sans doute que tu trouves indispensable pour l'humain d'avoir un développement personnel, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais une éducation, c'est ça? Oui, l'éducation pour la santé, c'est souvent le sous-titre hein, de la naturopathie, c'est notre vocation essentielle, enseigner à rester en bonne santé et à optimiser nos ressources, nos potentiels de guérison, de régulation, d'homéostasie, comme on dit. Et le développement personnel dont tu parles, je pense qu'il est souhaitable et il est acceptable pour une très large partie de la population qui est en souffrance dans son identité personnelle, qui ne sait pas trop quoi faire de l'héritage de ses parents, par exemple, en termes psychologiques, qui est en quête d'une profession où s'épanouir, ou en reconversion professionnelle, on en voit tous les jours. C'est pas que la crise de la quarantaine, ça commence plus tôt aujourd'hui. Développement personnel, c'est comment être mieux dans son corps, comment être mieux avec les autres, comment retrouver de la confiance en soi, s'exprimer, oser parler d'une émotion, oser... Mais c'est que le début de l'aventure, ça. Ah. Et si on s'arrête là,
tous les thérapeutes qui font du développement personnel, finalement, ne sont partenaires que du moi freudien, de l'ego. Un ego mieux dans ses baskets, mieux dans sa société, mieux dans sa profession, dans son corps, dans sa sexualité, etc. Si on s'arrête là, on oublie l'essentiel de l'être. Ah, c'est-à-dire qu'on ne sert que la part visible de l'iceberg, ce que les orientaux appellent les véhicules de l'âme, hein, les véhicules du soi. Et le soi n'est pas le moi. Le soi dont parle Jung, voilà, c'est cette part de lumière et d'amour inconditionnel qui est en nous, présente dans quasiment toutes les cultures, depuis Sumer, en passant par le christianisme et le bouddhisme, bien sûr. Et là, on n'est pas dans le développement personnel, on est dans le développement transpersonnel. Alors, le petit clin d'œil linguistique, j'aime bien toujours le souligner, c'est que le mot persona, en latin, vient du grec maschi, qui veut dire le masque que portaient les comédiens classiques pour jouer la comédie. Donc ils tenaient devant le visage le masque d'un roi, d'un juge, d'un bourreau, d'un voleur. Et 2500 ans plus tard, ce mot a été complètement déformé, hein. Il y a un glissement linguistique intéressant qui dit que c'est bien d'avoir de la personnalité, avoir une forte personnalité. Ben, ça veut dire qu'on a un beau masque, on a un masque bien ajusté. Alors, c'est ça le développement personnel, c'est avoir un masque sur mesure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui tient le masque. Pourquoi on le tient? C'est-à-dire comment aller explorer nos masques de faux semblants, de peur, de quête de pouvoir, de prestige, tous les rôles sociaux ou familiaux que nous pouvons jouer. Hein. Et derrière, quelle est la part de l'être et non pas du paraître. Le soi, l'être, l'âme, tout ça est synonyme, c'est le moi supérieur, c'est le maître intérieur si on veut l'appeler aussi. Et là, on est dans le développement transpersonnel, c'est ce qui me passionne. D'accord. Et avec le développement transpersonnel, on rejoint à ce moment-là l'écologie planétaire qu'on est obligé de respecter dans ces cas-là, je pense. Complètement. Complètement, parce que s'il est bien une forme d'illusion intellectuelle ou de mirage émotionnel, c'est la séparativité. On peut clairement affirmer que, disons, une des lectures de ce qu'on appelle la chute, au plan biblique par exemple, le premier grand bug de l'humanité sur Terre, c'est de se croire séparé du tout. Néanmoins, c'était nécessaire dans l'évolution de l'humain. Il fallait passer par là, il fallait découvrir la dualité, il fallait découvrir le masculin et le féminin face à face, Dieu, diable, le ciel, la terre, avec ce manichéisme, cette opposition parfois un peu caricaturale en Occident, et beaucoup plus souple en Orient, avec le yin et le yang, qui ne sont jamais opposés, mais toujours dynamiques et complémentaires. Déjà, on a une leçon à prendre là, pour commencer à sortir de cette dualité dans l'affrontement. La séparativité, c'est cette illusion qui fait de nous des êtres autosatisfaits, autour de notre nombril, autour de notre pouvoir, de notre prestige, de notre orgueil, de notre capacité à prendre, à saisir. En bouddhisme, on parle du danger de la saisie, c'est-à-dire que nos 5 sens saisissent des informations, saisissent du plaisir. Et bien évidemment, on voudrait que ça dure, donc on rejette tout ce qui nous dérange. Là, on est dans une dualité terrible de l'attraction, mais aussi de la répulsion. Donc on perd de la bienveillance, que ce soit vis-à-vis d'un humain, d'un animal, d'une plante ou d'un rocher. Mais la difficulté, c'est qu'il y a tellement de millénaires que nous avons tourné en boucle dans ce comportement auto-centré, égocentré, qu'il est difficile de changer, le poids de l'habitude étant là, et les structures mentales, les croyances étant là. Le jeu a pris tellement de forme, de force aujourd'hui, que lui parler du non-jeu, c'est le mettre en péril, et la plupart des gens partent en courant, quoi. C'est inimaginable. Alors, si en plus on utilise des mots un peu orientaux comme le vide du zen, ça touche à l'absurde. Bon. Et pourtant, il me semble que la quête de sens dont parlent aujourd'hui quasiment tous les gens honnêtes,
Quand je parle des gens honnêtes, c'est ceux qui, par exemple en consultation, au-delà de ma constipation, ma spasmophilie, mon insomnie ou mon rhumatisme, c'est pas pour ça que je viens. Le client qui vient nous voir aujourd'hui, il vient nous voir parce qu'il pressent que nous sommes porteurs d'un peu de sens, que nous allons pouvoir l'accompagner vers une réconciliation avec lui-même et peut-être l'aider, sans que ce soit bien sûr une quelconque imposition de croyance, il ne faut pas changer une croyance pour une autre, mais peut-être avoir ce côté maïoticien, comme disaient les anciens, les Grecs, accoucher un petit peu le sens de l'autre, accompagner la présence spirituelle en l'autre. C'est pas simple, mais derrière toutes ces petites pathos qui sont des alibis pour venir consulter un naturopathe ou un psy, on sent les questions de Platon et de Pythagore, on sent d'où je viens, où je vais, qu'est-ce que je fais sur Terre. Si on n'a pas l'ombre d'une réponse à ce niveau, on ne peut pas être bien dans sa tête et dans son cœur. On ne peut pas être bien avec les autres, on ne peut pas être bien dans son assiette, et on ne peut pas être bien sur sa planète. Oui, ouais, c'est une belle explication. Ah. On dit que le nouveau monde, le monde qu'on pourrait co-créer, sera collectif, ne sera pas. Qu'est-ce que tu en penses? Évidence. Évidence. Évidence la plus totale. Si on a l'audace de lâcher un petit peu le moi et la conscience autosatisfaite, ce qui peut même être simplement une expérience. Il ne s'agit pas du jour au lendemain de lire un bouquin et de dire voilà, j'ai intégré les valeurs spirituelles. Bon, non, ça ne marche pas comme ça. Je pense que ça marche plus comme le pari de Pascal. Il faut tester, voilà. Si ça marche et que ça nous fait du bien, si une nouvelle démarche nous rend meilleurs pour nous et pour les autres, on la garde. Si elle n'est pas meilleure pour moi et pour les autres, je n'en veux pas. Donc, je pense qu'il faut passer par l'expérience et pas rentrer dans une croyance, quelle qu'elle soit. Bon, dans ce cadre-là, poser l'hypothèse déjà que nous sommes un collectif qui s'appelle l'humanité, va nous amener à oser parler d'une façon plus partenariale avec les autres et va ouvrir probablement dans le cœur une petite part d'empathie ou de compassion, déjà de bienveillance, ce qui serait un premier pas sur le chemin de l'amour inconditionnel, qui est l'ultime étape. Bon. Je reste convaincu que dans quelques temps, parce que le temps nous échappe complètement dans cette histoire-là, c'est la finalité de toute façon. Et que quand nous aurons réglé nos comptes avec papa, maman et avec tous les êtres avec lesquels nous sommes en relation et avons accumulé des contentieux, ce qu'on peut appeler le karma, eh bien, il est clair que l'étape ultime sera de partager l'amour sans condition. Un amour sans condition n'est pas un sentiment et n'est pas une émotion surtout. C'est un état de conscience dynamique qui nous implique dans des vraies relations humaines, des relations de respect. Le respect de la personne suppose que je ne peux ni l'exploiter, ni la consommer, ni la jalouser, qu'elle ne peut en aucun cas m'appartenir. Donc, ma femme, mon chien, ma voiture, c'est fini. Mes enfants, voilà un truc qui touche tous les parents. Comment? Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Il est en train de délirer, qui est fait. Non, comme disait le poète Gibran, nos enfants ne sont pas nos enfants, mais les filles, c'est les filles de la vie qui passent. Voilà. Partenaire dans le grand film que nous vivons, dans le théâtre de notre vie. Partenaire à respecter, bien sûr, mais à ne pas trop prendre au sérieux. Si quand on a son chéri ou sa chérie dans ses bras et qu'on développe l'émotion humaine du désir, de la possessivité ou de la jalousie, on est complètement piégé, on est à côté d'une vraie relation. Mais si derrière Robert ou Lucie, il y a un petit bout de la Mère divine, un petit bout du Père cosmique,
ça se pressent. Ce n'est pas quelque chose qui se fabrique, c'est quelque chose qui se pressent. L'intuition, dans tous les couples, peut nous amener à faire une forme de tantrisme sans le savoir, quoi. Eh bien, c'est la même chose quand on a un chat, une souris ou un éléphant dans les bras. Enfin, dans les bras. Une patte, peut-être, hein, pour l'éléphant. Non, la trompe, la trompe. La trompe, Ouais. bon. Et là, ce côté fusionnel, il n'est même pas émotionnel, c'est de la pure conscience. C'est la conscience de la non-séparativité encore. Ouais. L'humanité est une, et c'est l'humanité, pour revenir à ta question, qui est en progrès. C'est l'humanité qui est à l'école sur Terre. C'est pas je plus je plus je. C'est l'humanité. On a confié la Terre à l'humain, on lui a donné la responsabilité même de veiller sur les êtres qui sont inférieurs, animaux, végétaux, minéraux. Et dans le grand processus de l'évolution, tout ça c'est que de la conscience. Si on peut imaginer, pour l'humain c'est assez facile la conscience, mais si on imagine la conscience animale à son niveau de conscience, on peut très bien imaginer de la même façon une conscience végétale et minérale. Bien sûr. Et tous ces plans à des rythmes qui nous dépassent complètement. C'est sur des milliards d'années pour les minéraux, sur des millions d'années pour les animaux, etc. Tout évolue en permanence. La planète elle-même, le système solaire évolue. On sait aujourd'hui que l'univers tout entier est en respiration, en expansion, en rétraction, ce que les Indiens appellent l'inspire et l'expire de Brahma. À tous les niveaux de la création, la vie est en évolution. Le grand danger de notre société aujourd'hui, c'est que nous devenons les acteurs d'un blocage ou d'une régression dans ce processus. C'est probablement le plus bel acte de confiance et d'amour qu'ait fait le Créateur, en mettant en nous de la liberté. Mais cette liberté, si on la retourne contre nous, on est vraiment de très mauvais élèves. De très mauvais élèves. Et là, c'est un point de bascule. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de point de non-retour encore aujourd'hui, au plan planétaire. On n'en est pas loin, on est sur un fil de rasoir. Je suis résolument optimiste et confiant, mais il ne faut pas traîner et il faut se serrer les coudes. Donc optimiste et confiant parce qu'il y a aussi toute une part de l'humanité qui est en plein changement, en pleine évolution, et que plus on est, et plus ça va faire des petits. Oui. Et la jeunesse, surtout. La jeunesse, ouais. Alors ça porte un nom dans l'ésotérisme chrétien, par exemple, on l'appelle le nouveau groupe des serviteurs du monde. C'est un groupe. Alors, on n'a pas un badge, hein, on ne se reconnaît pas comme ça, on n'a pas un petit doigt raide non plus. Mais il y a des millions et des millions de personnes sur Terre aujourd'hui qui ont juste une ouverture de cœur suffisante, une ouverture de conscience suffisante pour sortir au moins de la consommation et de l'égocentrage. La bonne volonté, c'est le premier pas sur le chemin de l'amour. C'est le premier pas qui va amener vers la compassion et vers cette empathie qui nous fait percevoir l'autre dans la même dimension de cœur et de souffrance, qu'il soit humain ou animal, hein, toute forme de créature. Et ce groupe, il est très présent dans des professions comme les artistes aujourd'hui, qui sont porteurs de valeurs nouvelles, et certains très très belles, chez certains chercheurs et scientifiques qui créent au service du collectif, au service du bien-être, au service de la santé, et pas au service de la technologie pour le pouvoir, l'argent, etc. Chez les écologistes, bien sûr, et c'est tous ceux qui ont une conscience de la Terre en tant qu'être vivant et qui se donnent les moyens de changer la production à tous les niveaux de l'agroalimentaire hein, ou de l'élevage même animal. On va trouver ça chez les parents, chez les pères de famille et les mères de famille qui ont suffisamment d'écoute pour que leurs enfants soient dans, je dirais, élevés, pour des parents pour lesquels élever les enfants est plus important que les éduquer. Dans élever, il y a quelque chose de vertical qui me plaît bien quand même. Hein. Éduquer, c'est un cadre un peu fermé. Voilà. Et à tous ces niveaux, hein, alors bien sûr, on peut parler de différents niveaux de conscience, mais ce nouveau groupe est comme le levain
d'une société nouvelle qui pour moi correspond en termes, on va dire, ésotériques, hein, à l'ère du Verseau, c'est-à-dire aux valeurs des 2000, 2200, 300 ans qui arrivent aujourd'hui et qui sont radicalement différentes des 2000 ans que nous avons passés dans l'ère des Poissons et encore avant, encore avant, encore avant. C'est des valeurs qui sont de synthèse, d'abord. Je crois que s'il y a un mot clé à mettre pour les siècles qui viennent, c'est la conscience de la synthèse, donc du rassemblement des connaissances et des techniques et des hommes plutôt que dans la séparativité. La plus grande, l'une des plus belles synthèses étant probablement de réconcilier la pensée de l'Orient et la pensée de l'Occident. Une synthèse à l'échelle humaine, c'est de réconcilier la tête et le cœur, cerveau droit, cerveau gauche. Et le challenge, c'est probablement de réconcilier amour et sagesse. C'est-à-dire la dimension la plus ouverte du cœur et la dimension la plus lumineuse de la conscience, qu'on peut appeler la sagesse. Le Verseau, c'est révolutionnaire, c'est une énergie de fracture. Sans rentrer dans la symbolique astrologique, on dit qu'il y a 2 mètres de planètes. C'est du symbolisme, hein. Donc Saturne et Uranus. Et Saturne fait toujours penser au général de Gaulle, qui était très saturnien, sec, sérieux, dans le respect des traditions, de l'ordre. Ok. Une partie du Verseau est dans cette énergie. Un pied dans la tradition, un pied dans le bon sens de la sagesse archaïque, on pourrait dire. Et puis Uranus qui est beaucoup plus foufou, beaucoup plus visionnaire, beaucoup plus révolutionnaire. Uranus, c'est dès 789, Uranus, c'est mai 68. Et toute forme de fracture, même si elle est maladroite, elle est dans cette impulsion de quelque chose doit impérativement changer. Il est temps de changer, il faut passer à un nouveau monde. L'énergie du Verseau, c'est ce côté visionnaire qui voit loin et qui forcément se donne les moyens. Bon, parfois on dit qu'il faut casser des œufs pour faire une omelette, hein, c'est un peu ça l'image. Et on sent bien dans notre société aujourd'hui, au plan politique même, que nous sommes dans cet affrontement des valeurs. Hein. Il y a eu des mouvements dans le printemps arabe qui étaient de cette énergie-là, par exemple. Hein. De temps en temps, il y a à droite, à gauche, des mouvements qui partent généralement toujours de la jeunesse, des étudiants ou de l'intelligentsia, hein, d'une société, et qui poussent à un changement. Et puis de temps en temps, il y a un pas de recul. On a des exemples assez récents aux États-Unis qui sont intéressants là, à regarder de loin. Voilà. Donc, ce nouveau groupe des serviteurs du monde, si vous voulez, tout ce levain de fraternité qui est en train de se mettre en place sur Terre, il n'appartient à aucune société, à aucune culture, à aucune religion, à aucune marque déposée. Et c'est vraiment l'émergence, je crois, dans le cœur et dans la conscience des hommes aujourd'hui, qu'il est temps d'arrêter de déconner, pour être clair, et pour être compris par tout le monde. Et qu'il en va de l'avenir de la planète et des générations à venir. Oh, c'est superbe. C'est bien. C'est un beau programme. Hein, c'est un beau programme et je pense qu'il y a vraiment, en effet, c'est des millions et des millions de personnes qui sont déjà là. Mais bien sûr. J'aimerais te poser une question qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire. Oui. Tu as passé beaucoup de temps à étudier auprès de gens prestigieux, révolutionnaires aussi. Sûrement. Certainement visionnaires. Oui. Est-ce qu'il y a une ou deux personnalités que tu aimerais nous partager au point de vue expérience? Bon, il y en a beaucoup. J'ai eu la grâce, je crois, de rencontrer, c'est vrai, un assez grand nombre de grands frères sur le chemin. On va les appeler comme ça. Difficile parce que j'ai réfléchi à cette question en me disant qu'est-ce que je vais dire si on me demande ça? Difficile parce que ça supposerait une hiérarchie ou que c'est difficile. Par rapport à la co-créativité d'un nouveau monde, hein, c'est surtout dans cette optique-là. Oui. Un qui n'est pas très connu aujourd'hui, je crois, et qui est plutôt de la génération de nos parents,
c'était Lanza del Vasto. Je l'ai rencontré très très tôt, entre 15 et 20 ans, et il avait déjà créé à l'époque des communautés de travail et de méditation, dans un esprit qui m'avait beaucoup touché par son côté chrétien et yogi. Déjà, le pont entre l'Orient et l'Occident, ça me parlait bien. Et cet homme parlait, dans ses différents bouquins, je pense aux Les Quatre Fléaux, par exemple, hein, qui est un des bouquins fondamentaux chez lui, il parlait déjà à l'époque de l'urgence d'une conscience planétaire et d'une conscience unitive, hein, pour assurer un avenir positif à notre monde. Je crois que Graf Durkheim, qui fut un de mes maîtres aussi au plan psychothérapique, recentrage, qui est le père un peu historique de l'introduction de la pensée du zen en psychothérapie occidentale, avait régulièrement des enseignements sur la conscience collective, sur l'importance que chacun devienne un petit point de lumière, un petit point porteur de son propre centre, hein, et qu'on cesse de chercher le bonheur à l'extérieur, mais qu'on revienne à cette présence, quel que soit son nom, à l'intérieur. Et à ce niveau de la présence, le vrai partage peut se faire. C'est-à-dire que les humains qui partagent à ce niveau touchent vraiment l'expérience de la fraternité. La fraternité, ce n'est pas du copinage. C'est pas je te tape dans le dos, c'est pas t'as pas 100 balles, tu me prêtes ta femme. Hein, voyez. La fraternité, c'est tellement plus respectueux que ça. C'est quelque chose dont on n'a pas encore l'expérience, je crois, en vrai. Taizen Deshimaru, mon premier maître sur la voie du zen, c'est lui qui a introduit le zen en Occident. Et je voyais cette montagne d'un japonais gigantesque qui avait une voix de tonnerre et qui était capable de prendre de saines colères quand elles étaient pédagogiques, qui était capable de rester 10 jours en méditation zen sur son coussin en dormant 2 heures la nuit, et qui était capable de se saouler au saké pour faire la fête. Alors ça, c'est une approche de la santé qui a été difficile à intégrer pour moi. Hein. Quand on apprend la naturopathie, on dit « Ouh là là, le bien, le mal, ce qu'il faut faire, ne pas faire ». J'ai compris plus tard que c'était peut-être ça l'image de la liberté aussi. Hein. Être capable de boire jusqu'à la lie. Mais, quand c'est nécessaire, 10 jours de silence et de méditation, on est aussi bien, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est plus concerné à ce niveau, ni par le saké, ni par le bien et le mal. C'est aussi la synthèse, oui. Bien sûr, bien sûr. Et puis, je n'ai pas eu le bonheur de rencontrer physiquement Mathieu Ricard. J'ai beaucoup de respect pour cet homme. Et dans les approches du respect animal, il me semble aujourd'hui que le plus beau livre qui est écrit, de mémoire d'homme, hein, aussi bien argumenté en termes scientifiques, économiques et spirituels, c'est Plaidoyer pour les animaux de Mathieu Ricard. C'est vraiment un livre qu'il faut mettre en avant pour, je crois, pour médiatiser notre cause aussi. Bien, merci beaucoup, Daniel, de toute cette projection et merci. Puis surtout de cet optimisme pour le monde que nous co-créons tous. Aucun doute, même pas peur. Merci. Merci à toi.